Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h, les titres à la une de l'actualité. C'est officiel, l'échangeur Marc-Henri Treichville est à présent fonctionnel. Semoko Mélié Koné, vice-président de la République, a procédé ce vendredi matin à la mise en service de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, baptisé Shinzo Abe. Cet ouvrage long de 760 mètres est un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire d'un coût global de 60,6 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire et le Japon renforcent leur coopération également à Tokyo dans le cadre de la réunion ministérielle préparatoire de la 9e conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Les ministres ivoiriens des Affaires étrangères et de la transition numérique ont saisi l'occasion pour exposer aux investisseurs les énormes potentialités de la Côte d'Ivoire. C'est un mois d'août éprouvant pour les habitants du quartier phare dans la commune de Port-Bouët. Il y a quelques jours, ils ont été frappés par l'avancée de la mer. De nombreuses maisons ont été détruites par de violentes vagues. Le constat de nos équipes dans ce journal. Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble. Cet ouvrage va considérablement contribuer à la fluidifier la circulation dans le sens Marc-Henri Treichville. Il s'agit de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise baptisé Shinzo Abe. Long de 760 mètres, cette infrastructure tant attendue a été mise en service ce vendredi par le vice-président de la République. Les détails avec Mama Traoré. C'est fait, Abidjan compte un pont de plus, cette fois au-dessus du carrefour qui sépare les communes de Marc-Henri et de Treichville sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-Valéry Giscard d'Estaing. Au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, l'ouvrage d'art mis en service ce vendredi par le vice-président de la République constitue la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Baptisé du nom du défunt ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, cet assemblage de béton armé et de bitume mesurant 760 mètres de long et haut de 20 mètres est une fierté pour les populations. Cette infrastructure de qualité, marque déposée propre aux actions de M. le Président de la République, est à célébrer. C'est une embellie profitable à tous les Ivoiriens. L'achèvement de cette phase 2 marque le point final de la réalisation du projet de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. En l'initiant, comme tant d'autres projets en Côte d'Ivoire, le pays du soleil levant faisant partie des premières puissances économiques du monde, concrétise ainsi sa volonté d'appuyer le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nos efforts ne sont autres que d'accompagner la Côte d'Ivoire à consolider davantage son rôle de hub ouest-africain, d'autant plus que l'amélioration des infrastructures de transport et de logistique est l'un des facteurs clés afin de renforcer les chaînes de valeur, de promouvoir le commerce, d'intensifier les connectivités et de revitaliser le secteur privé du pays. Coût global des deux phases du projet, 60,6 milliards de francs CFA, dont 88% financés par le gouvernement japonais, les 12% restants par le budget de l'État. Maître d'ouvrage de ces travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier ne doute pas de la portée de cet investissement. Cet ouvrage représente un jalon important dans l'engagement du gouvernement ivoirien à améliorer les infrastructures routières de notre pays. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont le génie et le sens élevé de l'État nous font franchir chaque année des pas de géant en livrant à nos concitoyens des infrastructures de qualité. Il aura fallu 8 années de travaux pour réaliser cet échangeur au-dessus du boulevard Félix Houphouët-Boigny. Le vice-président de la République ne manque pas alors de saluer la patience des usagers pour les désagréments causés. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier sincèrement les populations de Treichville, de Marc-Henri et au-delà tous les habitants du district d'Abidjan pour leur patience et leur bienveillance. Bienveillante compréhension surtout durant la période de construction de cet ouvrage stratégique. C'était le sacrifice nécessaire pour améliorer la fluidité et le confort du trafic sur cette artère majeure, parfois vitale. Toutes ces réalisations permettent de consolider le positionnement de la Côte d'Ivoire comme moteur de l'économie sous-régionale. Elles constituent des atouts indéniables pour notre économie en vue de tirer le plus grand bénéfice de l'intégration économique sous-régionale et même continentale. Le gouvernement
sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, poursuivra sans relâche les réformes structurelles et la réalisation des travaux d'envergure dans tous les secteurs d'activité pour améliorer, jour après jour, année après année, les conditions et le cadre de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Ponts, échangeurs, routes, pour améliorer la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan, source de dynamisme économique, les travaux engagés par l'État, selon Tiemoko Meïlie Kone, se chiffrent à plus de 1 000 milliards de francs CFA. Et l'inauguration de cet échangeur a permis aux automobilistes d'emprunter la voie qui rallie la commune de Marcory à celle de Treichville. Un ouf de soulagement ont-ils confié à nos reporters Carmel Dia et Lamine Sangari. Ce vendredi 30 août 2024, la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe a été ouverte à la circulation par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Kone. Quelques minutes après la mise en service de l'ouvrage, les populations se rendant dans la commune de Treichville ont commencé à l'emprunter. Un soulagement pour ces derniers après plusieurs années de travaux. C'est un plaisir que le pont soit ouvert, ça va réduire les embouteillages pour nous. Nous sommes très contents, ça nous arrange énormément. On remercie le président. Tout le monde est satisfait. Concernant la route, l'état de la route, tout est propre. On circule normalement. Merci au président de la République pour ce qu'il ne cesse de faire pour le peuple haïtien et également pour la Côte d'Ivoire. Je pense pour ma part que ce pont viendra pour décongestionner la mobilité au niveau de la ville d'Abidjan. Ce carrefour de Solibra était réputé très embouteillé. Aujourd'hui, nous avons l'échangeur, ce qui nous permet de fluidifier le trafic, ce qui nous permet d'accroître le développement de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire attire beaucoup d'investisseurs, la Côte d'Ivoire attire beaucoup de monde et même pour nos concitoyens, c'est une très bonne chose pour faciliter notre mobilité. À côté de cet ouvrage, plusieurs autres infrastructures routières sont en construction dans le Grand Abidjan. Les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe ont été lancés le 1er novembre 2016, soit 8 années de patience qu'il aura fallu aux usagers pour pouvoir enfin circuler aisément à ce carrefour très fréquenté. 8 ans de travaux pour ce joyau architectural. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise fait aujourd'hui la fierté des Abidjanais. Descriptif de l'ouvrage avec Mama Traoré. Circuler au-dessus du carrefour frontière des communes de Marcory et de Treichville est désormais une réalité, chose que permettent les 3 principaux ouvrages de l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise. Le dernier sorti de terre, dit phase 2, que voici, est le plus haut. C'est un viaduc de type flyover, haut de 20 mètres à son point culminant et mesurant 760 mètres de long. 22 piles soutiennent les 23 travées de l'édifice qui a vocation à assurer le sens de circulation Marcory-Treichville. Sens qui n'était pas assuré par l'ouvrage de la phase 1. Phase qui a vu naître un ouvrage formé de 2 bras au-dessus du carrefour Solibra en 2019. L'un, en forme de courbe, permet d'enjamber le carrefour en venant du pont de Gaulle sur une longueur de 210 mètres. Un autre bras, plus droit et plus long, domine cette intersection dans le sens Treichville-Aéroport d'Abidjan. Il est à parcourir sur une longueur de 312 mètres. Chaque tablier offre 2 voies de circulation et 3 voies à partir de la jonction des 2 tabliers à l'entrée de la commune de Marcory. Les 2 ouvrages de la phase 1 reposent sur 121 blocs de béton fondés sur 30 mètres de longueur sous le sol. Tout ceci pour un investissement de plus de 32,5 milliards de francs CFA, ajouté à la phase 2 d'une valeur de 27,9 milliards de francs CFA. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise aura coûté plus de 60,6 milliards de francs CFA. Cette rencontre internationale sur le développement de l'Afrique vient davantage renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La conférence ministérielle préparatoire de la 9e TICAD, une occasion pour le chef de la diplomatie ivoirienne et le ministre en charge de la transition numérique de porter la voix de la Côte d'Ivoire. Ces officiels ont exposé aux hommes d'affaires du pays du soleil levant les énormes potentialités d'investissement en Côte d'Ivoire. Michel Digri. Tokyo, nous sommes dans la capitale du Japon. Les ministres Léon Kaku Adom et Ibrahim Khalil Konate prennent part à la réunion préparatoire
de la TICAD 9, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les sessions plénières se sont tenues sur les thématiques de la paix et la sécurité ainsi que sur la promotion du commerce et de l'investissement. En marge des travaux, la délégation ivoirienne a eu une rencontre bilatérale avec la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamiwaka, qui a réitéré la volonté de son pays de renforcer davantage ses relations de coopération avec la Côte d'Ivoire, plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest francophone. Les deux ministres ont convenu par ailleurs de coopérer étroitement en vue d'assurer le succès du Forum économique public-privé Japon-Afrique qui se tiendra en Côte d'Ivoire en décembre prochain, en gardant à l'esprit l'augmentation des investissements du Japon. À l'occasion des différentes rencontres qu'il a eues, le chef de la diplomatie ivoirienne a transmis les cordiales salutations du président Alassane Ouattara à l'empereur Naruhito et à tout le gouvernement du Japon. Retour en Côte d'Ivoire, parlons sécurité routière. Des sanctions appliquées par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. 42 personnes ont vu leur permis de conduire suspendu et retiré après les verdicts de la session du mois d'août. Une information publiée en présence des responsables du ministère des Transports, de la Gendarmerie nationale, de Lozère et de la Police nationale. Reportage. Ce sont 42 personnes qui ont vu leur permis de conduire suspendu et retiré au cours de la délibération de la session d'août. Suite aux infractions commises, les permis des concernés sont retirés pour 3 mois pour certains et 5 ans pour d'autres. Une initiative de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation qui vise à réduire les accidents de la route et surtout pour sensibiliser. Une bonne leçon comme quoi de ne plus se comporter de telle manière. Il y a trop de morts, ça veut dire que nous, on va s'apprêter ou bien on va prendre conscience, mais le reste, c'est Dieu qui est au contrôle. On pense aussi à nous pour que la sanction ne soit pas lourde. Ces commissions nous permettent d'abord, pas systématiquement de sanctionner, mais d'auditionner les personnes qui sont mises en cause, de comprendre les situations dans lesquelles les accidents se sont produits. Et c'est le cœur serré que nous sommes amenés à les sanctionner parce qu'on sait ici, en Afrique, bien souvent, le permis est un gagne-pain. Il y a des sanctions qui partent jusqu'à 15 ans. Parfois, on nous demande de revoir notre posture, de les réduire. Mais au regard de l'insécurité routière que nous avons aujourd'hui, nous pensons qu'à un moment, il faut passer à une étape de fermeté. Ce sont plus de 1600 permis qui sont retirés de janvier en août 2024, selon le ministère des Transports. Éprouvant le mois d'août difficile pour les habitants du quartier phare dans la commune de Port-Bouët, la mer avance faisant reculer ses populations. L'on enregistre d'énormes dégâts. Je vous propose le constat de Khalil Diomandé. Jadis paisible et de bon voisinage, la mer est aujourd'hui le cauchemar des résidents du quartier phare de Port-Bouët. En ce mois d'août 2024, plus de 60 habitations et commerces ont été réduits en tas de gravats par des vagues en furie. Ce raz-de-marée qui a contraint de nombreuses familles à quitter les lieux n'est pas inédit. Ça avait l'habitude de faire chaque année. D'habitude, quand ça vient, si c'est trop, peut-être 1 à 2 maisons, et puis ça se retourne. C'est cette année que nous constatons que ça fait plus de dégâts. Dans la journée, on remarque que la mer est calme. Et donc dans la nuit, les vagues sont énormes. Donc dans la nuit, ça fait des dégâts. Le vieux Kwaku est l'une des victimes de l'avancée de la mer. Sur les ruines de son bâtiment qui servait d'église, il est encore stupéfait. À 5 heures, la mer est venue pour casser l'église. Il y a les choses de l'église, on a mis ça chez nos voisins. J'ai vu que la mer est proche. Parce qu'avant, la route de Bassam, là, c'était ici. Tout ça là, la mer est bouffée. Ce groupe de jeunes en balade sur la plage perçoit ces dégâts comme les conséquences du réchauffement climatique, amplifiées par la pollution de l'environnement. Les riverains d'ici là se permettent de jeter les ordures, les sachets, les déchets dans la mer, voilà, qui ont fait que la mer a agité, qui a créé tous ces dégâts. On ne respecte pas l'environnement. Le littoral ivoirien, autrefois long de 566 km,
a vu ses 3/4 disparaître au cours des dernières décennies. Selon le ministère de l'Environnement, chaque année, les vagues avancent en moyenne de 1 à 3 mètres. Le quartier phare est sous la menace. Les habitants ont le sommeil troublé car conscients du danger qui les guette au quotidien. Même pour dormir, des fois même, c'est un problème. On a peur, voilà, et à minuit, ça commence à casser les maisons. Puis il n'y a pas autre issue pour sortir. Tous nos voisins qui étaient devant là, ça a pris la maison de tout le monde. C'est les maisons qui sont devant là qui nous protègent derrière ici. Et maintenant, là, vraiment, on a peur. Si l'État peut nous aider, ça va nous faire plaisir. Au jour d'aujourd'hui, la mer est très avancée. Donc, dans les jours à venir, dans des mois ou des années à venir, ça risque de carrément balayer toutes les maisons qui sont là. Tout comme le quartier phare de Port-Boué, une pléthore de réceptifs hôteliers de la cité balnéaire de Grand-Bassam subissait de plein fouet les effets de l'érosion côtière en août 2023. Le phénomène devient de plus en plus inquiétant au fil des ans. Un autre sujet associe la diaspora au développement économique de la Côte d'Ivoire. Un atelier s'organise sur le fonds d'appui à l'investissement de la diaspora de Côte d'Ivoire. Objectif, montrer les modalités pratiques pour la mise en place de ce fonds. Ce fonds d'appui devrait à terme permettre l'accroissement de la contribution des Ivoiriens de l'extérieur aux efforts de construction du pays. Plus d'explications avec Jean-Luc Bangbo. Selon la Banque mondiale, les transferts officiels de fonds des Ivoiriens de la diaspora évalués à 1042 millions de dollars en 2023, soit plus de 600 milliards de francs CFA, sont investis dans des activités peu productives. C'est donc un potentiel financier que le gouvernement entend bien mettre en valeur en incitant cette diaspora à investir dans des créneaux porteurs. Notre diaspora contribue au PIB dans une fourchette d'un peu plus d'1%. Et l'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette diaspora, qui est une opportunité selon nous, contribue réellement au développement par un dispositif mis à sa disposition. Un dispositif d'accompagnement financier réel qui fait qu'elle n'hésite pas à s'engager, à venir investir au pays. Ce dispositif, c'est le fonds d'appui à l'investissement de la diaspora de Côte d'Ivoire, au centre de cet atelier. Un mécanisme qui veut assurer une forte implication des expatriés ivoiriens à l'effort de développement national. Le fonds offre une opportunité unique de mobiliser les ressources financières de la diaspora et de les canaliser vers des projets innovants et durables dans nos régions, tout en facilitant l'accès au financement et en offrant un soutien technique. Nous pourrons encourager davantage les investissements de la part de nos compatriotes établis à l'étranger. Au cours de cette rencontre, les axes prioritaires de l'accompagnement des entrepreneurs de la diaspora ont été évoqués, tout comme le soutien technique du Fonds de solidarité africaine à cette initiative, avec comme résultat attendu un outil opérationnel qui viendra solidifier les maillons de la chaîne des investissements en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à présent à la signature de cet accord stratégique entre le ministère en charge de l'enseignement technique et une entreprise de construction et de maintenance industrielle. Les deux entités veulent ainsi renforcer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire en offrant des stages, des formations pratiques et un accompagnement personnalisé. Issaïe Ochonan, Walter Amadou Ouattara et Sylvestre Nguessan. C'est un protocole d'accord avec pour axe majeur l'insertion professionnelle des jeunes. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'unit à une société pétrolière pour atteindre cet objectif. Ce protocole d'accord marque le début d'une nouvelle aventure, une aventure où nous allons ensemble préparer les leaders de demain, où nous allons construire un avenir prometteur pour notre jeunesse et où nous allons, par nos actions, contribuer au développement durable de notre pays. Une opportunité précieuse d'intégrer des talents locaux formés aux exigences spécifiques du secteur industriel selon le ministère chargé de l'apprentissage. Et donc en signant cet accord, d'abord il s'agira pour nous de proposer des filières de formation dans nos établissements pour que des jeunes s'intéressent à ce type de métier. Et puis deuxièmement, c'est aussi de voir les programmes, les aligner sur les exigences du monde industriel et faire en sorte que de nombreux jeunes
puissent embrasser ces métiers. Ainsi scellés, les deux parties travailleront en synergie pour identifier les compétences nécessaires au bon fonctionnement de ce partenariat. En combinant expertise académique et pratique industrielle, ce partenariat, en plus de la formation et de l'insertion, vise également à préparer les jeunes à devenir des leaders de demain. Le bouleversement des technologies n'échappe à aucune catégorie sociale, les enfants en première ligne. Ils sont tous exposés aux écrans, le accès aux réseaux sociaux favorise parfois des dérives et les téléphones portables offerts par leurs parents corsent l'addition. Conséquence, le harcèlement, la prostitution affecte le quotidien de ces mineurs. Que font les parents pour protéger leurs enfants? Existe-t-il une loi encadrant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux? Réponse dans le dossier Vilici, signé Sephora Zeki. Il est 19h dans la commune de Yopougon à l'ouest d'Abidjan. Dans la famille Koulibaly, en l'absence des parents, la télévision est allumée mais tous sont scotchés à leur téléphone portable. Et quand la mère de famille fait son entrée, on ne s'en rend même pas compte. Avec leur smartphone, les adolescents ont accès à différents types de contenus sur les réseaux sociaux. Aurélie, en classe de première, n'ayant plus de téléphone, sollicite très souvent celui de ses amis de classe. Ils ont beaucoup de sites, des sites bizarres, que, même pour quand les jeux d'argent interdits au moins de 18 ans, je suis conscient des dangers qu'il y a sur les réseaux sociaux. Cédric, son cousin, navigue sur les réseaux à ses heures perdues. J'utilise mon téléphone pour aller sur Google. Quand on nous donne des exercices, je traite avec Google. Souvent, je vais sur TikTok et puis je me connecte, je regarde des vidéos. Mariam, leur maman, consciente des dangers que courent ses enfants sur les plateformes numériques, nous explique sa recette de protection. J'ai acheté des téléphones pour eux parce que je ne suis pas très souvent à la maison, je vais au boulot, monsieur aussi n'est pas là. Donc c'est juste pour les appeler. Et comme j'ai aussi un contrôle parental, je vérifie à chaque fois où ils se connectent. À chaque fois qu'ils téléchargent quelque chose, ça... J'ai accès à ça. Quittons Yopougon pour un autre foyer à Cocody, aux encablures de l'école de police. Craignant l'influence négative du digital sur ses enfants, Karine a trouvé une solution palliative, le contrôle parental. Si vous regardez bien, il y a plusieurs comptes. Il y a mon compte qui est là, il y a le compte des garçons et puis il y a le compte de la plus grande. Voilà, donc selon l'âge déjà, il y a plus ou moins des restrictions. Donc on essaie de s'adapter un peu avec les conseils, avec peut-être les mises en garde, avec les restrictions. Sur Internet, les enfants sont exposés à tout type de dangers. Karine Oulateaka, experte en cybersécurité, est claire, pas question d'offrir un Android à un enfant mineur. Le fait de donner un téléphone aux enfants, moi déjà j'ai un problème avec. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. La sécurité, on ne peut pas venir chercher l'enfant à l'école, voilà. Mais il y a des petits téléphones. On peut prendre ce que les Ivoiriens appellent les Jomolo, les petits, ce n'est pas des Android. On peut appeler quelqu'un, on peut envoyer un message. Bon, ça c'est suffisant. Mais quand on part à donner un iPhone, un Android à un enfant, là, on ouvre la boîte de Pandore. Au-delà de cette option, l'experte revient sur le contrôle parental, une méthode cruciale pour un bon suivi des enfants. Techniquement, il y a des procédés à mettre en place, comme des filtrages. Les parents peuvent filtrer avant de donner le téléphone à son enfant des mots ou des sites internet à ne pas aller. Donc il y a des outils à mettre en place sur des applications, des sortes de logiciels d'espions pour suivre, surveiller l'activité en ligne des enfants, l'empêcher même l'accès à certains sites et autres. Montrer aux enfants également comment se comporter face à ça, parce que malgré tout, on ne sait jamais, ils peuvent tomber dessus. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Leur montrer comment signaler ce genre de contenu, leur montrer comment réagir. Le harcèlement sexuel, l'addiction aux jeux de hasard, les contenus pornographiques, l'incitation à la violence ou à la haine sont autant de dérives qui inondent la blogosphère. À la direction de la protection de l'enfant, l'avis sur le sujet est formel. La protection des enfants dans le digital est d'abord du ressort de tout parent qui décide d'offrir un téléphone Android à son enfant. La directrice de la protection de l'enfant attire l'attention des parents. Lorsqu'il y a des cas avérés, nous, en tant que ministère en charge de la protection de l'enfant,
nous faisons la prise en charge de cet enfant-là. Il faut dire que c'est des cas qui entraînent vraiment des traumatismes chez les enfants. Donc, nos travailleurs sociaux sur le terrain font la prise en charge psychosociale. Si c'est vraiment très grave, on peut faire appel à un psychologue pour pouvoir aider l'enfant à se retrouver. Pour être plus efficace sur le terrain, une ligne verte dénommée Allo Enfants en détresse est également mise en place pour permettre à toute personne de dénoncer les abus d'enfants. Depuis le début de ce mois, 2 cas d'abus via Internet ont été signalés. Ce qui concerne les enfants dans le milieu numérique, nous avons reçu 2 cas que nous avons référés au niveau des complexes socio-éducatifs où ils ont été pris en charge. Nous faisons le suivi. Quand on appelle, ils nous disent à quel niveau ils sont dans la prise en charge. Et on a une application web mobile 116 qui est téléchargeable sur Google Play Store et même avec le lien Allo 116, on arrive à dénoncer les cas de violence faites aux enfants. Se sentant interpellé par ce phénomène, le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire a entrepris une action. Auprès de leur tutelle, un livre blanc contenant des propositions est déposé. On avait énuméré plusieurs recommandations. Il y avait la mise en œuvre de politiques visant à protéger les enfants et les jeunes de la cybercriminalité, le vote des lois qui prennent en compte l'évolution des risques encourus par les enfants sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les personnes qui sont à l'origine des contenus qui impactent négativement les enfants seront interpellés et seront intimidés. Autant le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'implique dans la protection des enfants dans le digital, le ministère de la Communication également est engagé à assainir les réseaux sociaux, d'où la campagne en ligne Tous Responsables. Cette sensibilisation a pour but d'instaurer le dialogue, mais surtout de montrer aux parents l'importance du dialogue avec les enfants. Moi, en tant que parent, vous-même en tant que parent, si nous ne comprenons pas leur langage, si nous ne nous intéressons pas à ce qui les intéresse eux, nous serons complètement perdus, nous serons complètement déboussolés et nous allons gérer des drames. Nous avons fait des enquêtes avant de lancer la campagne et nous nous sommes rendus compte que TikTok, un réseau social qui est très développé chez les jeunes, que beaucoup de jeunes utilisent, ils utilisent à mauvais escient. Vous savez que derrière les réseaux, ce sont des algorithmes. En Chine, l'algorithme TikTok, d'abord ce n'est pas TikTok, il a un autre nom en Chine. En Chine, l'algorithme, qu'est-ce qu'il montre aux petits Chinois? Il leur montre des musées, on leur donne des cours, on ouvre leur esprit, on leur montre le monde de demain, le futur. Le régulateur, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), est intransigeante en cas de non-respect de la loi ou de dérive sur les réseaux sociaux. Tout éditeur de programmes audiovisuels, fournisseur d'accès à Internet, hébergeur de sites Internet ou tout intermédiaire technique qui promeut des contenus non conventionnels peut être passible d'une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 1 an et d'une amende de 2 à 10 millions de francs CFA. Les parents sont invités à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Et pour clore ces vacances scolaires en beauté, quoi de mieux qu'une visite au Zoo national d'Abidjan? Entre découvertes animalières et jeux ludiques, il y a de tout pour se divertir sainement. Le Zoo national d'Abidjan accueille sûrement ses derniers vacanciers. Tous souriants, ces élèves savourent leurs derniers instants de détente avant la reprise des cours. Le lion, puis vous venez voir l'éléphant. Mon animal préféré, c'est le lion et le tigre. J'aimais de voir les lions et l'éléphant. Je veux reprendre l'école pour rejoindre ma meilleure amie. Cette visite des élèves du Zoo national d'Abidjan, une idée des parents pour permettre aux vacanciers de joindre l'utile à l'agréable. C'est un endroit de découverte, surtout pour les enfants qui ne connaissent pas le pays, donc on est venu passer quelques temps et puis c'était important pour moi de leur faire visiter le zoo d'Abidjan, leur permettre de se familiariser avec le monde animal et puis passer un petit moment de détente en famille. Et c'est aussi l'occasion pour eux d'apprendre, de connaître les animaux et tout ça, donc ça, je pense que ça développe un peu la culture générale des enfants. Et pendant que les enfants s'émerveillent, le zoo lui aussi se prépare à attirer plus de visiteurs durant l'année scolaire. En fin de vacances, il y a de l'affluence ici au zoo. Des parents et les enfants viennent visiter le zoo, portes ouvertes qui sont en projet aussi. Voilà. On va faire venir des artistes
et donc les enfants même aiment bien. Il y a des livres qui sont vendus même ici, qui amènent les enfants à beaucoup apprendre. Le zoo national d'Abidjan, choix par excellence de certains vacanciers, offre aux familles un au revoir en douceur en attendant la rentrée scolaire prévue le 9 septembre 2024. Ambiance des derniers jours de vacances au zoo d'Abidjan, un reportage d'Yves Niazali et Davis Oyo. À l'international, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce vendredi l'arrivée dans les prochains jours des premiers vaccins contre le Mpox en République démocratique du Congo, l'un des pays africains les plus touchés par l'épidémie. Il s'agit d'environ 230 000 doses de vaccins. Précisons que la recrudescence du Mpox en Afrique a obligé l'OMS à déclencher le 14 août dernier son plus haut degré d'alerte sanitaire mondiale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite un bon week-end.